arrivé avec une demi-heure de retard, j'en suis désolé, messieurs, mais on va y Grave. arriver. Alors, j'avais dit qu'on ferait une pause à 20 heures pour manger. C'est pas fait cette histoire. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous passer un petit peu la parole, chacun votre tour, pour qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec les gens qui sont sur le chat. Clément, comme tu es là, je te laisse en trois quatre phrases nous dire qui tu es et ce que tu vas nous présenter ce soir. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais, Ok, super. Du coup, moi, c'est Clément Poré. Je travaille dans une société qui est un bureau d'études spécialisé dans la lumière et les plantes. Donc, en fait, on est un bureau d'études, donc on fait des études de projet sur les plantes et à la fois, on est fabricant de luminaires. On fait des luminaires, on va dire, généralistes pour les plantes et des luminaires un peu sur mesure pour des projets un peu particuliers. Donc, voilà. ok, parfait. Romain, est-ce que tu peux nous dire un peu si tu as réussi à régler ta caméra et sinon ce dont on va parler un peu ce soir, qu'est-ce que tu cultives? Pardon, excuse-moi, c'est à moi que tu parles, David? Ouais, absolument. On fait le tour de table? Ouais, rapidement. Ouais, ok. Désolé pour l'image, je continue à tripoter, mais c'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est la recherche en chimie, biologie. Ok. Je suis chercheur et chef d'équipe dans une équipe à Paris. Et je fais des molécules fluorescentes, je fais des molécules thérapeutiques, en particulier contre le paludisme. Et une passion depuis que je suis ado, c'est les plantes carnivores. Donc j'ai eu les hauts et les bas liés à l'âge et au déplacement, mais revenu à la charge il y a quelques années et je vais vous parler un peu groupe Peciolaris, de Drosera et puis des Lianphora. Voilà. D'accord, très bien. Nico, comme tu es là et que tu t'es prévu à l'ancienne table ronde, dis-nous rapidement ce que tu fais là. Salut à tous, j'espère que vous m'entendez. Ouais, on t'entend. Ouais, on t'entend bien. Ouais, ben moi je suis arrivé ici comme un cheveu dans la soupe. Je fais pas de carnivore. Je vais en faire bientôt. Faut que je trouve de la tourbe. Il y a David qui m'a envoyé quelques graines. Moi, ma spécialité, c'est les piments. Je fais pousser des piments depuis une dizaine d'années. J'adore ça. J'ai créé un groupe Facebook et on s'éclate à faire pousser des trucs qui piquent. Parfait, c'est bien Excellent. résumé. Donc effectivement, je l'ai Donc invité parce que... je peux Vas-y. en discuter pendant une dizaine de minutes et vous donner envie d'en faire pousser et puis voir. Voir un peu, écouter sur les carnivores parce que ça m'intéresse. J'ai pas mal de petits drosophiles dans mon placard, Ok. pas mal de couches, donc ouais, ça m'intéresse. J'ai bien envie de voir ça et puis je pense que ça peut faire rire un peu les gamins de voir des carnis. Ça marche, je vais reprendre le programme. Bon, en tout cas, merci tous les trois de vous être libérés pour ça parce que c'était pas forcément simple le 1er mai. Du coup, je vais reprendre le détail. Ouais, donc avant que Clément nous parle un petit peu de VGD, qui est donc le nom de l'entreprise dans laquelle il est, je vous explique pourquoi il est là. C'est que j'ai fondé un site il y a une dizaine d'années qui s'appelle LED-horticole au pluriel.eu, qui est un site de test de news sur les LED globalement, tout végétaux confondus, on va dire. Et je fais à l'occasion de ces années de tests, des tests en conditions réelles sur différents types de plantes. Donc on a fait des plantes potagères, des fraises, des piments, tout ce que vous voulez. Et cette fois-ci, on a communiqué pour savoir s'ils pouvaient me prêter du matériel, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour faire un test, il y avait plusieurs choses à tester. J'ai testé rapidement sur le premier mois la théorie selon laquelle la Lune serait impactante pour les semis de plantes globalement. Il est dit que suivant la phase de la Lune à laquelle on plante, on peut avoir plus ou moins de réussite. Donc c'est ce que j'ai fait avec du blé, qui, si vous regardez un peu le test, dont je vous donnerai le lien tout à l'heure, n'a pas été très concluant. J'ai fait des tests également sur des piments. C'est pour ça que Nicolas est là. C'est lui qui m'a filé les 5 variétés de piments. On a discuté des résultats et effectivement du matériel. Et il y a également, depuis le mois de novembre, donc qui est le début, octobre, novembre, septembre, je ne sais plus trop, j'ai lancé des graines de carnivores. Donc j'ai lancé du Drosera, j'ai lancé du Sarracenia,
Il y avait du Ibicella, il y avait ce genre de choses dans différents substrats et le test avait pour vocation de tester en parallèle deux matériels, un panneau classique premier prix de chez Amazon que vous pouvez trouver à quelques euros sur le net, et le matériel de chez VGD qui est donc un fabricant de lait horticole qui a des caractéristiques techniques très différentes, une résistance à l'humidité très différente aussi de ce que vous pouvez trouver sur le net. Et donc l'idée était de tester en parallèle ces deux matériels. Et donc on a vu, pour ceux qui ont suivi un peu le test, la différence entre ces deux matos. Alors ce que je vais faire Clément, c'est que je te propose que tu nous parles de VGD, que tu nous fasses la petite présentation que tu avais prévue, si c'est Ouais. OK pour toi. Je vais préparer quelques photos que je montrerai après pour montrer bien la différence de ce qu'on a vu entre les deux panneaux. Et puis après, ben, on discutera de ta présentation. S'il y a des questions dans le chat, je te les poserai et on continuera comme ça la suite de cette table ronde. Du coup, je te laisse la parole et puis je te mets en plein écran sur Twitch. Hop. Et voilà, normalement, c'est bon, on t'entend et on te voit. Si tu veux faire un partage d'écran, Je vais essayer de partager mon chapeau. vas-y. On est bon? Alors attends, je crois qu'il faut que je fasse regarder le stream. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Regardez le stream. Ouais, c'est bon. Ton PowerPoint est en plein écran au milieu. On t'écoute. Ok. Bon, très bien. Je vais présenter rapidement la société pour vous dire, j'avais déjà un peu commencé, donc on est un bureau d'études en fait spécialisé dans l'analyse de la lumière, le conseil et l'accompagnement pour la réalisation de projets liés à la lumière et au végétal. En fait, la société elle a été créée en 2013, mais plus sur le secteur general lighting. Donc, ça va être sur tout ce qui est éclairage dans les maisons, dans l'industrie, etc. Ok. Et du coup, mes fondateurs, il y a un agronome dedans. Et lui, il s'est rendu compte que la technologie des lampes qui étaient par le passé, c'était des lampes qui n'étaient pas adaptées au végétal et qui consommaient énormément, comme les lampes au sodium, par exemple. Ok. Et du coup, avec l'arrivée des technologies LED en 2017, ils se sont spécialisés sur le secteur agricole avec la marque VGD, du coup Vegetal Grow Development, qui représente aujourd'hui 90% de l'activité, grosso modo. Du coup, au quotidien, on réalise des études et la mise en place en fait de systèmes en serre, en chambre de culture et sur des espèces très variées, que ce soit en production maraîchère, où c'est un peu notre cœur de métier, sur les PPM, donc c'est les plantes à parfum aromatique et médicinal, et aussi tout ce qui est fleurs. Et après, par projet un peu insolite, comme sur des mouches soldats ou sur les algues, où on commence à avoir un vrai savoir-faire, puisqu'on travaille avec tous les centres de recherche, enfin tous les centres, avec de nombreux centres de recherche, on va dire, qui travaillent sur les algues, comme le CEVA ou le CEA à Cadarache, ce genre de centres de recherche. Ensuite, on a développé des capteurs spécifiques qui permettent d'analyser la lumière solaire et la lumière artificielle pour piloter en fait l'éclairage de manière intelligente. C'est-à-dire que quand on est en serre, s'il y a assez de soleil, on est capable, grâce à des capteurs, de faire gradier en puissance les luminaires en fonction du manque de solaire naturel, on va dire. Au quotidien. Donc, si dans une journée, on a le matin du soleil et l'après-midi des nuages, eh ben, on va pouvoir facilement faire grader les lampes et pouvoir augmenter ou diminuer l'intensité en fonction des conditions naturelles. D'accord. Ça permet de faire des économies d'énergie et puis de répondre vraiment aux besoins de la plante à l'instant T. Ça, c'est quelques petits exemples de projets qu'on a mis en place. Là, en haut à gauche, vous voyez des salades en hydroponie. Donc ça se passe en Suisse. Ensuite, vous avez des fraises bretonnes près de Plougastel. Ça doit parler à tout le monde. Du coup, on éclaire aussi ce genre de culture. À droite, vous voyez des tomates. Et là, on a fait en fait des luminaires qui éclairent juste la tête des tomates pour éviter que les fleurs, si elles sont mal pollinisées
ou s'il n'y a pas assez de lumière, elle coule, et du coup, il n'y aura pas de fruits à terme. Donc la lumière a une influence sur le maintien en fait de la fleur et du développement du fruit. D'accord. Ensuite, on a tout ce qui est projet sur étagère ou sur chariot, en bas à gauche que vous voyez. Et ça, en fait, on fait des projets un peu sur mesure en fonction de ce qu'on a en intérieur, en serre, des conditions naturelles. Ensuite, je voulais vous parler un peu de lumière, un peu au sens strict. Je suis désolé, c'est peut-être un peu scolaire, mais c'est pour au moins remettre un peu les bases sur de quoi on parle quand on parle de lumière. Du coup, la lumière, c'est une énergie qui est complexe, qui peut être caractérisée à la fois comme une onde électromagnétique et un flux de particules. C'est toute la complexité de la lumière, c'est que c'est physique et à la fois c'est une onde. Donc c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont cassés la tête là-dessus. Euh, du coup, c'était juste pour vous rappeler de quoi on parle quand on parle de spectre du visible. Le spectre du visible, c'est celui que l'œil humain il perçoit. Donc c'est vraiment les couleurs que nous voyons. Ensuite, il y a le spectre global, c'est le spectre que le Soleil envoie, enfin une partie du spectre du Soleil qui envoie et qui est capté, on va dire, par tous les êtres vivants, soit ça part de l'UV jusqu'à l'infrarouge. Et ensuite, on parle de rayonnement par, c'est plus associé à la plante directement. Là, on est sur 400-700 nanomètres. Pour rappeler, 400 nanomètres, c'est du bleu. Et ensuite, on passe par toutes les couleurs, le vert, le jaune, le orange. Ça, on le qualifie plutôt comme du blanc. Et ensuite, il y a toute la partie rouge qui est autour de 700 jusqu'à 800 nanomètres à peu près. Donc sur le rayonnement par, c'est le rayonnement photosynthétiquement actif. Donc c'est vraiment le rayonnement qui va permettre aux plantes de pousser. Et là, on voit en fait les pics d'absorption de la chlorophylle. La chlorophylle, elle absorbe des couleurs particulières pour pouvoir générer de l'énergie pour la photosynthèse. Et en gros, sur la chlorophylle B, on est autour de 450-460 nanomètres. Ça, c'est le pic d'absorption de la chlorophylle B. Et pour la chlorophylle A, on est plus à 600-660 nanomètres. Donc c'est pour ça que c'est intéressant avec de la LED de pouvoir cibler les pics d'absorption en fait des pigments naturels de la plante pour pouvoir lui apporter une énergie dont elle l'utilisera vraiment. Ok. Je vais vous parler maintenant rapidement des unités photométriques de la lumière. On entend souvent parler quand on regarde pour des lampes en culture indoor de ppf. Le ppf, en fait, c'est la quantité totale de photons émis par un système d'éclairage chaque seconde. Donc, chaque luminaire, en fait, a une efficience en fonction des LED, de la puissance, etc. Donc, l'efficience, c'est le nombre de la quantité de lumière que le luminaire va envoyer à chaque watt consommé. Donc, en fait, là, on parle de micromol par seconde. Par exemple, un luminaire qui envoie 2,5 micromol par watt consommé, s'il fait 1000 watts, il enverra 2500 micromol. Donc là, c'est son ppf. Voilà. Ensuite, quand on le rapporte aux plantes et en unité surfacique, donc c'est-à-dire sur une surface, on parle de ppfd, donc c'est la quantité de photons qui parviennent effectivement à la plante. C'est une mesure ponctuelle et surfacique d'emplacement précis. Donc ça, en fait, ça va dépendre de la hauteur à laquelle vous mettez votre luminaire, du nombre qu'il y en a, et ça va vous donner une intensité en micromol par mètre carré et par seconde, et une homogénéité sur une surface. Et ensuite, ce ppf, quand on le rapporte à une journée complète, on parle de DLI, Daylight Integral, c'est tout le ppf qui est reçu au cours d'une journée. Et là, on parle de mol par mètre carré et par jour. Et en fonction des espèces, par exemple la fraise, pour avoir une quantité de lumière optimale pour elle, il faudrait avoir 12 mol par mètre carré par jour. Pour de la tomate, on serait plus à 21, 25. Et pour les piments ou encore le chanvre, des espèces qui demandent beaucoup de lumière, on serait plus autour de 30 mol par mètre carré par jour. Pour vous donner un peu une indication des unités et des besoins des plantes. Ensuite, je voulais parler vraiment de système d'éclairage pur et dur pour vous expliquer comment on est capable de créer des spectres en fait grâce à des LED. Et du coup, pour ça, j'ai repris un petit schéma d'une puce LED en elle-même.
Dans la puce LED, en fait, on retrouve le substrat. Ça, c'est vraiment la base de la LED. Elle est souvent en céramique d'alumine métallisée, donc c'est ce qui va permettre de faire passer le courant et du coup d'alimenter la puce, la chip. La chip, c'est vraiment le composant qui va émettre la lumière. Et il est fabriqué à partir de différents gaz et différents substrats et des fois des métaux rares. C'est ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent des technologies pour remplacer cette puce avec des matériaux qui consomment moins et qui sont moins polluants ou moins rares. Ensuite, il y a tout ce qui est la couche de phosphore. En fait, la couche de phosphore, elle va permettre de décaler la couleur envoyée par la puce dans d'autres couleurs. Et c'est comme ça, grâce à des couches de phosphore, on peut recréer différents spectres. Je vais vous montrer ça, ce sera peut-être plus parlant. Là, on a 3 spectres. On a une chip bleue, donc on voit le pic envoyé par la chip. Et ensuite, avec la couche de phosphore, on est capable de décaler ce bleu dans le blanc et dans le rouge. Et après, on peut faire des choses un peu plus complexes avec toujours la chip bleue plus 2 couches de phosphore. Donc, on voit bien les 2 bosses de décalage du spectre euh, généré par le phosphore, en fait. Et ensuite, il y a des spectres complexes. On peut faire des multi-chips, c'est-à-dire des chips bleus, des chips UV ou encore des chips rouges lointains. Et avec plusieurs couches de phosphore et des électroniques adaptées, on arrive à recréer toute une multitude de spectres adaptés en fait aux besoins euh, des plantes et aussi de ce que la personne elle souhaite faire en soi. Là, je voulais vous montrer quelques comparaisons de spectres, notamment entre les néons et les LED. On a par exemple le xénon, qui est assez homogène, mais on dirait un spectre solaire presque, parce qu'il envoie une quantité de lumière importante dans toutes les longueurs d'onde. Ensuite, on a les lampes à incandescence. Elles envoient très peu de bleu, beaucoup de rouge et beaucoup d'infrarouge. Ensuite, on a les tubes fluorescents qui étaient très utilisés avant dans les chambres de culture, par exemple pour les centres de recherche, mais qui en fait ont des pics d'émission de couleurs qui sont pas forcément adaptés aux plantes. Euh, Ça pousse, bien sûr, mais c'est pas ce qui est le plus adapté aux besoins de la plante. Aujourd'hui, avec de la LED, par exemple, là, c'est un blanc froid. Il paraît froid parce que il est très bleuté. On voit un gros pic de bleu dedans. Ensuite, on voit le pic de blanc entre le vert et le rouge. Ça, c'est un warm white, c'est un blanc chaud. Et là, on se rend compte qu'il y a très peu de bleu, beaucoup plus de blanc et un peu plus de rouge, ce qui nous paraît un peu une couleur chaude du soir quand le soleil se couche un peu. Et ensuite, ici, c'est la sensibilité de l'œil humain. On voit que l'œil humain est très sensible dans le blanc, dans le vert, et très peu dans le bleu et dans le rouge, contrairement aux plantes au final. Je voulais parler un petit peu des différents types de spectres que nous, on propose chez VGD, surtout en culture intérieure. En culture intérieure, en fonction de ce que vous avez besoin de faire, par exemple, on a du spectre solaire. Donc ça, c'est le spectre qui se rapproche le plus de la lumière naturelle du soleil pour des centres de recherche, puisqu'on travaille beaucoup avec les semenciers ou même encore avec l'INRA, avec des organismes de recherche qui ont besoin de tester, par exemple, des systèmes entre des pathogènes et des plantes. Et pour éviter de mettre les pathogènes, on va dire, dehors, dans les champs, eh ben, ils le font en intérieur. Mais pour étudier les relations qu'il peut y avoir entre les pathogènes et les plantes, il faut avoir une lumière le plus proche possible du naturel, puisqu'on sait qu'en fait, la lumière, elle peut avoir un impact sur le pathogène. Puis on met trop de rouge, par exemple, ça évite que les spores de mildiou germent. Du coup, ça crée des abattements de germination sur des spores de maladies, par exemple. Donc, si on veut étudier ces maladies, etc., on utilisera plus un spectre solaire. Ça permet aussi pour les personnes qui veulent commencer leur semis à l'intérieur et les planter dans le jardin à l'extérieur, que la plante, elle soit pas trop stressée, elle connaît déjà la lumière et ça limite les stress, en fait. Ensuite, on a le spectre S4 chez nous. Ça, c'est vraiment dédié indoor, pur. Ça permet une croissance végétative plus importante puisqu'il y a un pic de bleu qui va cibler
ou la photosynthèse, le pic de rouge aussi, et un petit peu de blanc pour permettre aux plantes d'avoir un équilibre et d'avoir un peu toutes les longueurs d'onde. Ça permet, c'est surtout utilisé en pépinière, on équipe beaucoup de pépiniéristes avec, car ça permet une croissance végétative forte et aussi, on a remarqué un meilleur enracinement quand on fait des boutures, par exemple, ou de la multiplication ou de la germination. C'est le produit qu'on utilise chez nous en culture intérieure. Donc là, on voit bien la différence entre le spectre S4 qui est un peu rosé parce qu'il y a beaucoup plus de rouge et le spectre Sun qui ressemble vraiment au spectre solaire par excellence. Du coup, on les propose, ces réglettes, en 1,20 m, font 40 watts, 1,50 m, 60 watts et 1,80 m, 80 watts. En gros, pour des étagères de 50 à 60 cm de large, ça suffit largement d'en mettre 2 ou 3 en fonction du stade de croissance qu'on veut faire sur une plante. Ça, c'est un petit peu les détails techniques. On a fait en sorte que ça soit facile d'installation. Tout est en plug and play et tout est étanche. Et si jamais vous maltraitez un petit peu les produits, etc., qu'il peut y avoir une fuite, du coup, on est en 48 volts, donc ça évite justement d'être en haute tension et de risquer des coups de jus ou quoi. Alors, on n'en a jamais eu, mais on n'est jamais à l'abri avec l'électricité. Donc, on préfère se prémunir et les mettre en 48 volts en basse tension. Mais David a fait une vidéo du coup sur son site ledhorticoles.eu et il explique très bien dans sa vidéo les détails techniques et les raccordements. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Je vais l'ajouter. Du coup, je voulais vous parler aussi des produits qu'on utilise pour remplacer tout ce qui est vieille ampoule à sodium qui chauffe énormément et qui consomme beaucoup, donc notamment en serre. Nous, on a des produits comme celui-là, qui s'appelle le HPL. C'est un petit jeu de mots, HPS, HPL, pour de la LED. En gros, c'est des luminaires, par exemple, avec un 300 watts, on remplace des ampoules de 600 watts, puisque les LED, c'est grosso modo 2 fois plus efficient qu'une HPS, les vieilles lampes à sodium, qui chauffaient beaucoup. Et en fait, tous nos luminaires aussi sont variables en intensité. Permet de les faire varier au cours d'une journée, au cours de la croissance des plantes. Voilà, on peut faire des gradations de lever, de coucher du soleil pour limiter les stress à la plante, par exemple. Donc on voit que ce luminaire-là, il y a un peu de bleu et beaucoup de rouge. Le but, en fait, quand on est en conditions naturelles, c'est de renforcer les longueurs d'onde intéressantes pour la plante, puisque le soleil, il amène déjà une grande partie de la lumière. Et du coup, le but pour nous, ça va être de booster les pics d'absorption de la photosynthèse, de rendre une lumière en fait qui est directement utilisée par les plantes. Et du coup, de consommer beaucoup moins. Là, c'était une petite comparaison du coup entre la LED et les HPS, les lampes à sodium. Alors, on voit que les durées de vie, elles sont beaucoup plus longues et qu'on envoie plus de lumière à des endroits plus ciblés. Ici, on voit le pic d'émission de la sodium. Alors, on voit beaucoup dans le jaune, orange. Donc, on se dit, ça envoie quand même beaucoup de lumière. Mais en fait, quand on regarde le pic d'absorption de la chlorophylle, on est complètement à côté. Donc, ce qui est utilisé réellement par la plante, c'est très, très peu de lumière par rapport à ce que l'ampoule, elle envoie. Alors qu'aujourd'hui, avec des LED, on est beaucoup plus souple. On arrive à cibler vraiment le pic d'absorption. En plus d'avoir des durées de vie qui sont beaucoup plus longues, c'est plus léger, c'est étanche. Et du coup, on peut avoir des garanties qui sont beaucoup plus longues que sur des ampoules à sodium, par exemple. Et enfin, dernière diapo. Excuse-moi. Ouais. Est-ce qu'on peut te poser des questions au fil de l'eau? Parce que je suis en train d'en avoir une ou deux. Ou tu préfères terminer tranquillement? En fait, je suis sur la dernière diapo, donc on peut passer aux questions juste vas-y, après. alors. Tranquille. Voilà. Tranquille. Du coup, pour la dernière diapo, la comparaison des HPS et des LED, on voit en fait qu'il y a deux types d'émissions de chaleur. Parce qu'on dit souvent les HPS, ça chauffe, mais la LED aussi, ça chauffe un peu, mais pas de la même façon. Souvent, la HPS, il y a deux types d'émissions de chaleur. La première, c'est la convection.
c'est un transfert thermique entre la lampe et l'air qui est autour. Donc ça va vraiment chauffer l'air et ce qui est autour du luminaire. Et la chaleur, ensuite, par mouvement passif, elle va monter dans la pièce ou monter dans la serre. Et elle peut être facilement éliminée par un ouvrant, par exemple. Et ensuite, il y a un deuxième type de chaleur, c'est le rayonnement thermique ou le rayonnement électromagnétique. C'est tout ce qui est infrarouge. Et on voit très bien quand on passe sa main, je sais pas si vous avez déjà fait le test avec des HPS, même les lampadaires qu'il y avait dans les rues avant, c'était ce type d'ampoule. En fait, ça chauffe les corps. Donc, c'est de la lumière qui va chauffer directement les corps. Donc, ça avait un avantage, on va dire, par le passé dans les serres. Ça pouvait chauffer la tête des plants et permettre aux plants de s'épanouir un peu plus. Mais au final, quand on regarde les consommations d'énergie, euh, on voit que la HPS, elle envoie que 24% de l'énergie qu'elle consomme en flux lumineux. Donc, ça fait une grosse part de consommation d'énergie pour très peu de lumière. Comparé à la LED, qui va émettre un peu de chaleur, mais en convection, cette fois-ci, beaucoup plus qu'en rayonnement électromagnétique, comme le fait la HPS, et un petit peu très léger, 10%, on va dire, de l'énergie en rayonnement électromagnétique, et quand même plus de 60% de l'énergie qui est convertie en lumière, en fait. Donc on voit qu'avec les LED, on est beaucoup plus efficient que ce qui était capable de se faire par le passé. Voilà. J'ai fini ma présentation. Donc si vous avez des questions, Merci beaucoup. on peut y aller. Ouais, bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette petite présentation. Effectivement, tu peux peut-être remettre ton mail dans le chat de Twitch pour que tout le monde l'ait. Je vais fermer ton Ouais, stream. pourquoi pas. Hop, tac. Si tu veux bien le mettre, parce qu'en fait, vu que j'ai pas de compte Twitch, j'ai pas Ouais. accès en fait pour Alors, l'envoyer. rappelle-moi ce que c'est. Tu le remets. Vas-y. Alors, clément.poire, POIRE, arrobase, VGD-du-6, Ouais, LED, ouais. LED.com. Ok. Voilà. Si vous cherchez quelque chose, des infos, vous pouvez lui envoyer des mails. Là, il n'y a pas de souci. Bah écoute, merci beaucoup. Ça reprend un peu, ça confirme ce que j'avais fait dans ma conférence sur les lettres. Donc je crois ne pas m'être trop trompé, ce qui est plutôt une bonne chose. Romain, tu voulais poser une question, je crois. Oui. Mais je vais être rapide, je suis sûrement pas le seul, c'était très intéressant, merci beaucoup. Première question toute bête, Clément, est-ce que tu accepterais, comme c'est aussi des choses sur lesquelles on aime revenir, est-ce que tu accepterais de nous envoyer ton PowerPoint même sous une forme genre PDF? Est-ce que c'est Ouais, quelque pas chose de de souci, ouais. public ou est-ce que ça te dérange pas? Bon, Ben, bah, moi, je trouve ça ça, intéressant. c'est tiré d'une formation que VVD, notre société, elle fait auprès de différentes compagnies, notamment des semenciers, des centres de recherche. Euh, En fait, c'est une formation à la base sur 2 jours. Donc là, c'était vraiment que sur la partie produit, lumière en elle-même. Et après, il y a tout ce qui est partie végétale sur lesquelles j'ai pas trop euh, parlé, mais qui est tout aussi importante. Mais ouais, il n'y a pas de souci, je pourrais vous envoyer le diapo. C'est sympa. Moi, j'avais une question, alors je ne sais pas si j'ai envie de parler de plantes ou de fluorescence et d'émissions. Moi, j'ai fait de la chimie biologique avec des molécules qui sont justement fluo, que je conçois en Ouais, tant que chimiste organicien et qui ensuite ont des propriétés optiques, d'allumage par la lumière, de détection dans certains milieux biologiques, protéines, noyaux stellaires, etc. Et les longueurs d'onde et les couleurs, c'est quelque chose de fascinant. Ça, c'est un aparté. Ma question à toi, c'est que c'est bien beau de de faire des spectres d'absorption de plantes, donc qui nous aident effectivement pour les choix de lumière artificielle. C'est pas péjoratif de dire artificielle, mais n'oublions pas que le soleil en milieu naturel les donne toutes. Est-ce que si on assimilait les longueurs d'onde à de l'alimentation, il faudrait pas non plus justement faire gaffe en disant il faut manger du pain, des protéines et de la salade, sans oublier qu'il faut un peu de sélénium, un peu de silice, certaines vitamines, etc. Et c'est des choses qui sont souvent à très petite concentration, si je garde ma comparaison nutritionnelle. Et est-ce que dans les longueurs d'onde, il n'y a pas quand même des longueurs d'onde minoritaires qui ne sont pas forcément majeures en termes quantitatifs, mais qui d'un point de vue qualitatif sont quand même pas
détectés spécifiquement par des... Dans les photorécepteurs, il n'y a pas que la chlorophylle, il y a aussi plein de pigments qui sont associés, qui ont des captations et des absorptions qui sont très spécifiques. Est-ce que la C'est plante clair. n'a pas, Ouais. comme nous, besoin d'un un ballast, je dirais, de carbohydrates, glucides, lipides, protéines, mais aussi de plein de choses en termes spectraux qui sont pas à négliger. Moi, je sais que je suis un vieux cultivateur de carnivores et j'étais au mode néon jusqu'à passer au LED parce que les néons en plus modernes, je trouve qu'ils clinchent à toute vitesse. Ceux d'il y a 20 ans, je trouvais que ça durait vite, mais bon, on appelle ça l'obsolescence programmée, ça ne concerne pas que les néons. Et je sais qu'en toute ignorance, je panachais un peu de rouge, un peu de blanc, un gros luxe, et que ça donnait des bons résultats. Et je Ouais. sais qu'avec les LED, toujours avec la même ignorance, ben, j'ai des petites barrettes, certaines sont rouges, certaines donnent un peu de bleu, j'ai même une barrette UV, parce que même si les Ouais. plantes ne captent pas les UV, au milieu naturel, ça leur permet sûrement de développer des cuticules qui ensuite leur permettent de résister plus à des herbivores, des parasites, des champignons. Je vais peut-être un peu Mhm. loin, mais en fait, je me demande si il ne Si, faut si, pas vraiment. garder un panachage au-delà de l'aspect optimum, peut-être un petit peu trop euh, facile à appréhender. Il faut se baser sur ça, mais pas oublier que ça suffit peut-être pas. Je suis bien Qu'est-ce que d'accord tu avec en penses? vous. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, les plantes, elles ont des sens que nous, humains, nous n'avons pas. Elles ont des phytorécepteurs qui sont à la surface de leurs feuilles, enfin à la surface de tous les organes photosynthétiques, du moins. Et en fait, là, vous disiez, elles captent pas les UV, mais en fait, elles les captent très bien. Il y a un phytorécepteur qui s'appelle l'UVR8 et qui, en fait, déclenche des réactions physiologiques, en fait, chez les plantes. Et ça, c'est le cas dans quasiment toutes les couleurs. Chaque couleur a un impact sur le végétal. Et en fait, ça dépend de vraiment l'applicatif que la personne elle en fait sur la plante, vraiment ce qu'elle recherche. Par exemple, nous, on travaille avec des centres de recherche euh, sur les plantes où on leur a fait des multispectraux. Eux, ils ont la capacité, avec les multispectraux, de recréer des spectres qu'ils souhaitent. Et en fait, il y a des personnes qui étudient, par exemple, tout ce qui est métabolite secondaire. On dit métabolite secondaire, maintenant, ça s'appelle métabolite spécialisé parce qu'au final, on leur a on donnait une place secondaire à ces molécules. Et au final, elles ont une place tout aussi importante que le mécanisme primaire, que les sucres, les glucides. Elles ont des impacts, en fait, par exemple, les UV ont des impacts, comme vous disiez, sur, euh, sur les défenses des plantes, sur la capacité à résister aux pathogènes, aux ravageurs. Ensuite, on a tout ce qui est aussi production de phénol et de composés organoleptiques. Donc, c'est-à-dire comme le vin, tout ce qui fait les arômes du vin, etc. La lumière a une influence importante là-dessus. Donc là, on parle même plus de production, mais on parle de qualité du végétal, enfin pour l'alimentation humaine du moins. Et en fait, oui, la lumière, elle peut avoir un impact sur toutes les choses-là. Il y a des phytorécepteurs qui sont encore très mal connus aujourd'hui, surtout dans le vert, dans le jaune, euh, des lumières, des longueurs d'onde au final qui sont très peu utilisées parce que, enfin, très peu étudiées, car elles sont très peu utilisées par la plante. Mais c'est vrai qu'elles ont un impact important ou non négligeable, j'ai envie de dire, sur la santé du végétal. Et c'est pour ça que on s'en est bien rendu compte qu'en mettant que du bleu ou que du rouge, la plante, elle se développe pas aussi bien qu'en apportant du blanc. Et le blanc, en fait, compose toutes les longueurs d'onde de la lumière, enfin, visible, du moins. Et ensuite, on peut jouer aussi sur un peu sur les UV et un peu sur le rouge lointain, qui a aussi des impacts sur la floraison, l'élongation des tiges, ce genre de choses. Donc vraiment, en jouant sur la lumière, on peut jouer vraiment sur l'aspect physique et chimique du végétal. En fait. Je propose. Même sur Ouais. une santé invisible, c'est-à-dire que tu peux avoir une plante qui pousse très bien les premiers mois, les premières années, puis ensuite à long Ouais. terme, un peu comme une carence vitaminique qui ne se manifeste pas immédiatement, une Mhm. sensibilité aux pathogènes ou des défauts de floraison, des choses qui sont un peu invisibles d'un point de vue purement croissance pure et dure, et en tout cas à court Ouais. terme, et qui en fait se manifestent pas de manière souvent plus facile, ah, ma plante fleurit jamais, ou j'ai toujours des mycoses. En fait, il y a peut-être une alimentation spectrale, encore une fois, qui expliquerait une carence, en fait. Ouais. C'est Ouais, c'est intéressant. sûr. Merci Certain. beaucoup. C'est hyper intéressant. Merci. Je vais passer quelques photos pour montrer un petit peu quand même à quoi ressemblait le test sans vous faire trop le détail, mais que les gens
se rendre compte. Donc ça, c'est le matériel qui m'a été prêté donc, par VGD. Ça, c'est le panneau face auquel était donc ça, c'est le matériel de chez... enfin, trouvé sur Amazon. On voit que c'est pas du tout le même format, pas du tout les mêmes LED. Ça, c'est le système qui me permet d'aller faire le relevé de PPFD dont tu parlais tout à l'heure. Donc il y a le petit appareil qu'on voit au milieu là, qui permet à chaque croisement de lignes de relever une valeur. Et puis après, on fait une espèce de carte qui permet de savoir quelle est la puissance, en gros, de la lumière qui arrive sur 1 mètre carré. Alors là, il y a un petit peu plus d'1 mètre carré. Voilà le test que j'ai fait. Donc là, vous avez 9 Moi, environnements David, moi, je différents. vois rien du Ouais. tout en partage. Alors, tu l'auras pas en partage, il T'es est sûr que tu as seulement sur partagé ton Twitch. écran? Tu l'as que sur Twitch, en fait. Tu l'auras pas. Ah, bah désolé. Sinon, je peux pas faire les deux. Donc, il y Pas a de 9 souci. environnements différents. J'avais essayé de la tourbe, j'ai essayé du sable, j'ai essayé un espèce de feutre, j'ai essayé de la sphaigne vivante. Il y a un espèce de coton hydroponique. On a à droite, vous voyez, c'est de la sphaigne, c'est de la tourbe, mais complètement enfermée. Donc, il y a un taux d'hygrométrie qui est à 100%. Ça, c'était le test pour les piments et le blé. Donc, vous avez les 28 pots de blé devant et derrière les pots de piment. Je passe rapidement. Voilà, ça, c'est le groupe de Nico. Ça, c'est ça, c'est le début des piments. J'en avais mis 5 par pot, je crois. Vous allez voir tout à l'heure la différence. Normalement, ils sont côte à côte. Ça, c'est quand ça a commencé à pousser. Je vais passer ça rapidement. Ça, c'est le blé, pour vous dire à quel point ça a bien poussé. Et normalement, j'ai une image, si je l'ai encore. Voilà. À gauche, vous avez le matériel de chez VGD. Et à droite, donc j'ai monté le bac qui était à l'étage d'en dessous, sous le panneau Amazon. Ça, c'est les mêmes piments plantés au même moment, les mêmes graines, au même moment. Donc on voit une vraie différence. L'impact du spectre est vraiment flagrant à ce moment-là. À gauche, c'est ce qui a été éclairé par les rails dont tu nous as parlé, Clément. Et à droite, c'est le matos de chez Amazon. Là, je pense qu'on ne peut pas faire plus parlant que ça. Voilà, en plus, voilà, j'ai pris une photo en panorama, c'est pour ça qu'elle est un peu déformée, mais voilà ce que ça donne. Ça, c'est un pot que m'a imprimé Nico avec son imprimante 3D qu'on a prévu pour des Sarracenia que j'ai testé l'année dernière et qui marche bien. Je vous en reparlerai peut-être un de ces jours. Voilà ce pot. Ça, c'est les piments qui ont donc été sous LED. Ça, c'est sous les rails VGD. J'ai eu une attaque de pucerons. Donc finalement, les piments ont fini dehors. Mais ça s'est bien passé jusqu'au début jusqu'à l'arrivée des fruits, quoi, on peut dire. Voilà ce que je peux vous montrer comme photo. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais m'arrêter là. Mais vous voyez que ça donne des plantes en pleine santé. Et j'ai utilisé ces rails pour faire mes piments. Enfin, ça, c'est des plants de tomates. Et j'ai aussi ici des photos, je ne sais pas si j'ai le reste, là, il doit y avoir des courgettes et des potirons, je crois, qui commencent à sortir. Ça, c'est les photos de l'environnement dans lequel il y avait 100% d'humidité. Donc, il y a des Drosera, des Sarracenia. On voit que ça a bien poussé. Et on a les mêmes. Ça, c'est sous le panneau Amazon. Donc, vous voyez quand même bien la différence entre les deux, hein, sur les Drosera notamment. C'est assez incroyable la différence. Là, on a une petite. Alors, je vous l'ai mis, c'est une petite Darlingtonia qui a poussé dans cette espèce de substrat qui s'appelle du Ceramis, qu'on m'avait conseillé une fois, que j'ai essayé, qui marche pas ultra bien, mais j'étais étonné de voir que la Darlingtonia arrivait quand même à sortir dans ce substrat qui sèche ultra vite, quoi. Et voilà les photos de mes semis pour cette année, et vous voyez la vitesse, enfin, vous voyez la taille des plantes que ça donne. Ça, je les ai plantés j'ai dû les semer il y a une quinzaine de jours, quoi, hein. Pas beaucoup plus. C'est quelle LED? Là, David, c'est le Racklight de chez VGD. Ouais. en aparté, en off, il y a quelques plantes carnivores qui peuvent vivre naturellement dans des milieux purement minéraux, et la Darlingtonia en fait partie. Tu la trouves à des étages un peu de marais tourbeux, avec des sources en forêt, dans l'Oregon, Ouais. dans la Californie, mais beaucoup sont souvent en milieu purement caillouteux, minéral, avec de l'eau Ok. froide. Et moi, j'ai substitué du sphagnum frais vert sans transition et sur de la caillasse, même calcaire. Elles peuvent vivre en milieu calcaire quand elles sont en milieu minéral.
En fait, elles sont au moins aussi belles, quoi. C'est assez dingue. Ok, très bien. Bah écoute, merci pour cette Voilà, info. c'est Bah, rigolo. je vais te laisser la parole pour que tu nous parles un petit peu d'Elianthera et de ton expérience avec les Elianthera, parce qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, parce que c'est des plantes qui sont considérées comme compliquées. Est-ce que toi, en 5 minutes, tu peux nous dire ce que tu cultives, de quelle Bien manière? sûr, bien sûr. À ma grande tristesse, dans une dizaine de minutes, je dois vous laisser parce que je suis invité au resto, Pas de mais souci. je vais utiliser ces 5-7 minutes. Je vais vous faire un teaser qui n'est pas un Elianthera, mais ensuite on passe aux Elianthera. Euh, Comment est-ce que je fais partage d'écran? C'est en bas, c'est Alors, le bouton du milieu ouais, normalement. ouais, annuler. Non, attends. Vidéo connectée, onglet Chrome. Non, tout l'écran, fenêtre. Ouais, alors, bougez pas, les amis. J'arrive. Hop, tac, voilà. Et si je remets sur Chrome, vous voyez, Alors attends, faut que je clique sur regarder le stream et normalement c'est bon. c'est une photo de terrarium de Peciolaris. Ouais, c'est pas dit que ça fonctionne. Tu utilises le logiciel ou le... Ah non, si c'est bon. Oui, c'est bon, on voit ta photo. Vous voyez? Ouais. Ouais. Donc ça, c'est l'extrême d'une passion, c'est les Drosera tropicaux. Donc voilà, bête et méchant, de la chaleur, de la lumière et un milieu complètement étouffé et étouffant, qui monte à 35, 40, voire 45 quand il Ah fait ouais. vraiment, vraiment chaud à Ouais. l'extérieur. Quand tu es en canicule, par exemple, ben voilà. Et il y a une période de dormance en hiver qui est pratique parce que c'est là où les appartements sont un peu plus frais. Donc voilà, donc ça c'est un teaser. Sinon pour les oignons forats, moi j'adore ces plantes parce que elles ont un côté complètement mystérieux. Elles viennent de milieux inaccessibles, inhospitaliers, à 1500, 2000, 2600 mètres d'altitude en forêt tropicale, Guyane et surtout Venezuela. Elles ont l'air de plantes carnivores primitives. On dit toujours que c'est l'ancêtre des Sarracénias, mais en fait, cette vision a été challengée de plus en plus par des spécialistes et qui disent mais non, elles sont tout aussi modernes. C'est un peu comme le requin ou le scorpion qui n'ont plus évolué depuis des millions d'années. Les éléphantes sont en fait parfaitement adaptées à leur milieu. Elles récoltent de l'eau de pluie, elles ont des zones à nectar particulières, elles ont des zones UV. Là, on revient aux longueurs d'onde qui sont très particulières. Donc, je trouve que ces plantes, dans leurs espèces de simplicité, leur beauté sont fascinantes. Et en plus, par rapport aux Sarracénia qui perdent leurs pétales assez rapidement, leurs fleurs naissent au printemps, puis les pétales tombent, ça devient des espèces de parapluies plastiques un peu sans intérêt. Les Helianthora vont échelonner en hiver des fleurs qui ressemblent à des tulipes un petit peu inversées, qui sont d'abord roses ou blanches et qui ensuite tirent vers le vert, le rouge et qui durent surtout des mois et des mois et des mois et des mois. Les tiges sont rouge sang et ça égaye l'hiver. Donc, feuilles comme fleurs sont vraiment absolument fascinantes. Et pour vous partager rapidement quelques photos Ouais. et aussi un petit peu de botanique, au début, moi, j'avais ces plantes-là en psychologie traditionnelle qui sont milieu très humide. Est-ce que vous voyez ma nouvelle dia? Je ne sais Alors pas. non. Non. Attends, ça, page, et je reviens sur ce. Et moi, Ok. fenêtre. Ok. Regardez le stream. C'est en cours. Est-ce que vous l'avez? Alors non, là on est sur ta fenêtre de Discord. Non plus bon. Hop, excusez-moi. Ça va être rapide. Normalement, je comprends, je me familiarise progressivement. Non, ça, c'est pas bon. Annuler. Hop, hop, hop. Dire avec. Ah, et je peux partager. Fenêtre. Voilà.
voilà à quoi ressemblaient mes installations. Vous voyez? Alors attends, c'est en train de s'afficher. Ça arrive. Ça tourne. Non, pour l'instant, on n'a rien. Dites-moi. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon. Ouais. Donc, des terrariums avec par défaut une rampe de LED ou une rampe de néon au-dessus, des vitres plus ou moins entrouvertes, le cul dans l'eau, ou pas le cul dans l'eau si tu as des népenthes. Et le cas du terrarium du milieu, les élianphora, un système que vous voyez au centre de la photo avec une pompe, un trop-plein par faire un trou dans l'aquarium, un trou dans le terrarium pour qu'il y ait un trop-plein. Donc en fait, il y a des bus qui pulvérisent de l'eau sur minuterie. Le trop-plein redescend dans un bidon et du même bidon avec un filtre, machin, il y a une pompe qui tire de l'eau et qui repasse dans les bus. Donc un système fermé. Ok. Beaucoup de buées, un truc, il faut de l'eau très propre, il faut que les filtres soient nickel, il faut des minuteries, des fils, bon, c'est très compliqué, très lourd, etc. Et donc ça marche, hein. Je vais vous montrer une deuxième photo, une deuxième puis une dernière photo. J'arrêterai aussi de monopoliser la parole. Donc ça marche. Voilà le résultat. Si j'ouvre maintenant celle-ci, hop, ouvrir avec photo, page, remettre sur partage. Hop, c'est lancé. C'est en cours. David, tu me dis si c'est bon. Ouais. Bouge pas. Désolé, hein, c'est un petit peu. C'était bon. C'est bon, c'est bon. Ouais. Donc en fait, vous voyez à travers la buée que les plantes sont assez belles, elles sont contentes, elles ne trempent pas dans l'eau, elles ont des couleurs, etc. Mais c'est quand même, je vous dis, il y a 2 plaques de verre parce que ça chauffe, il faut un peu de chaleur, mais pas trop. Les en floral, elles touchent très vite la première plaque de verre, donc il y a des fois les fleurs sèches, donc c'est un petit peu triste pour des éléphantoras qui, comme je vous disais, sont des plantes en fleurs absolument magnifiques. Donc à un moment donné, je me suis dit, zut, c'est complètement paradoxal. J'ai un terrarium qui est saturé d'eau, très bien, mais pour pas que ça soit non plus trop saturé, j'ai ouvert un peu les vitres et j'ai des ventilos qui sont sur minuterie. Je ne dois pas faire tremper les plantes parce qu'elles n'aiment pas ça, mais donc je les pulvérise par le haut et voilà. Donc c'est vraiment une usine à gaz. Et je me suis dit, dans la nature, c'est des milieux ouverts. Moi, j'ai eu la chance d'aller sur le Mont Roraima, donc je sais un peu à quoi ça ressemble. Mhm. C'est des milieux ouverts, très frais, très aérés, et c'est même très venté. Vous entendez tout le temps le vent qui souffle. J'ai tenté une première, et je pense que je vais essayer de faire un petit article scientifique pour Dionée ou l'ICPS prochainement. J'ai tenté, ma connaissance, la première expérience d'Hélianthora en milieu ouvert, c'est-à-dire out les terrariums, fini la buée, fini le verre, Ok. fini les ventilos, l'arrosage artificiel, etc. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. J'ouvre ma dernière photo. Hop, ouvrir avec photo. Là. Et je reviens sur le partage. Hop. Est-ce que vous voyez cette dernière photo ou est-ce qu'il faut que j'arrête le partage et que je recommence? Ah non, attendez, non, Non, c'est je bon. pense qu'il faut que ça commence. Non, c'est bon. Attends, laisse-moi une seconde, David. Allez, allez. Là, voilà. C'est la dernière photo que je voulais vous montrer. Hop. C'est parti. Waouh. Ouais, c'est bon, on voit. Donc, en fait, vous avez, c'est rapide, hein, à gauche, quelques népenthes, plein d'élianphora partout. Vous avez une Darlingtonia à main droite, à côté de l'espèce de grosse broméliacée. Et Ouais. ça, c'est sous LED. Et pour le système d'arrosage, ben, j'ai opté pour remettre les fesses dans l'eau, alors que ce sont des plantes qui sont théoriquement détesteuses de ça. Ok. Et la pirouette que j'ai trouvée, c'est d'utiliser des pots très hauts, des pots type framboisier. Ok. On trouve chez certains fournisseurs, mais c'est pas facile à trouver. Donc, si vous êtes intéressé, je vous rencarderai. Ça permet d'avoir des pots d'une vingtaine de centimètres de haut. Et même si vous les faites tremper vos plantes dans 0,5, 1 cm d'eau, ça ne fait pas pourrir le substrat. D'accord. Ça permet quand même de partir un peu en vacances ou en week-end, une semaine, 2 semaines, en laissant un petit fond d'eau.
Le compost, c'est que du sphagnum pur et de la perlite. Là, je pense que c'est un aspect clé pour maintenir une humidité ambiante forte. Là, D'accord. ce sont des bacs ouverts. Il n'y a plus de parois. Ce sont sur des chariots en bois, sur roulettes, qui sont Ok. dans une pièce froide, dans une petite cave. Et c'est en milieu complètement ouvert. La pièce n'est pas chauffée. Ça permet d'avoir une inertie thermique comme c'est une cave. Donc en été, la pièce reste fraîche. Et dès que les LED s'arrêtent de fonctionner, la température chute de quelques degrés, donc c'est bien. Et le sphagnum des composts permet, je pense, de garder une humidité proche des plantes assez forte, puisque le sphagnum, c'est vraiment comme un diffuseur d'eau, hein. Vous voyez sa structure en fractale. C'est en 3 dimensions un diffuseur, donc je pense que ça aide beaucoup. Le milieu reste frais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le passage terrarium milieu ouvert a été un peu étrange. Les plantes ont arrêté de faire des feuilles pendant plusieurs mois. C'est des plantes de Ok. croissance lente, comme vous le savez peut-être. Et ensuite, la croissance foliaire a redémarré avec des tailles de feuilles que je n'avais jamais eues en quasiment 30 ans de collection. En Ok. milieu classique, terrarium fermé, Incroyable. etc., etc. Ok. Donc là, les plantes ne sont pas à l'échelle, mais j'ai des plantes qui commencent à faire des feuilles de 20-25 cm, Ah ouais. ce qui est assez génial. Et elles ont une épaisseur, une cutinisation, des poils et des couleurs que je n'avais pas du tout en terrarium. Donc là, je pense que le milieu ouvert, avec de l'air, avec une humidité ambiante, est très très bon pour ces plantes. On en bénéficie d'un point de vue visuel de manière extraordinaire. On les nourrit de manière facilitée. Il n'y a plus de buée. On sort les pots, on les tripote, on les taille, etc. Donc à suivre, mais Elianthora en milieu ouvert, a priori, c'est vraiment une piste à la fois simple et à la fois très 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 successful pour ces plantes. Voilà. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Je précise que c'est toi qui m'as mis sur la piste des Elianthora en terrarium. Tu m'avais donné tous les conseils. J'ai suivi tout ce que tu m'as dit. Ça pousse bien. Moins bien qu'en espace ouvert, visiblement. Mais ça pousse bien. Donc bah, je te remercie pour ça. Merci d'avoir été là. On va pas te Bah, retenir trop écoute, longtemps avec parce plaisir. que tu dois y aller. Mais le jour où tu veux venir faire une conf chez nous, évidemment, tu es le bienvenu. Le jour où tu as un peu de Avec grand temps plaisir. pour venir titiller un peu les gens qui pensent que les Elianthora, Avec c'est grand compliqué, plaisir. N'hésitez pas à me solliciter. Je resterai vraiment volontiers, mais je ne suis pas tout seul à il n'y aller a aucun dîner, donc je problème. ne veux pas être mal élevé. Merci de, Pardonnez-moi. merci de t'être libéré en tout cas. Et, et je vous souhaite une bonne conf et je suis désolé de devoir m'éclipser. Pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. À Bon, très bientôt. bonne soirée à tous Merci. et bah, bonne continuation. Et puis à la prochaine pour vraiment plus de temps. Et ravi d'écouter aussi les autres. Et je suis désolé de ne pas écouter Nico sur ses piments parce que j'aime bien ça aussi. Ça Tu fait verras, chier. Bon, tu verras le replay. ouais, à une prochaine en tout cas. Ça marche. Au Merci revoir à beaucoup. tous. Bonne soirée, merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors Nico, dis-nous, maintenant qu'on est tous les deux. Alors attends, j'ai plus le son. Pourquoi j'ai pas le son? Tu m'entends? Ah si, c'est bon. On t'a. Je vais réduire un petit peu la taille Ah, de moi, la tête. ça va pas être aussi scientifique, hein. Il n'y a pas de souci, il en faut pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde chez nous. Il n'y a aucun problème. Alors dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Parle-nous un petit peu des piments. Ouais, ça va pas durer longtemps, hein. Moi, je suis un mec random, lambda, qui fait un peu de potager. Et, j'ai acheté un pied de piment il y a une dizaine d'années chez un maraîcher. Et puis, ça m'a fait marrer de faire pousser des piments et que ça pique la bouche avec les copains. Ouais, non, mais et au final, j'ai commencé à garder des graines par-ci par-là. Et j'ai continué de faire pousser des piments. Et je savais pas trop ce que je faisais. Et puis, c'est à partir du premier confinement du Covid où j'étais chez moi, j'ai planté plein de piments. Et j'ai cherché à l'époque, j'étais sur Facebook. J'ai cherché sur Facebook s'il y avait un groupe francophone, Ouais. au moins français. Et j'en ai pas trouvé. Bon, j'ai pas bien cherché parce qu'il y en avait. Et au final, j'ai décidé de créer
un groupe de piment sur Facebook. Et ça a pris gentiment. Et aujourd'hui, on est une communauté en France. Là, sur le groupe, on est un peu plus de 8000. Ce qui est énorme. On a commencé à vraiment faire une base de données sur les piments où on partage toutes nos expériences. D'accord. Donc, toujours dans la bienveillance en plus. Euh, et on commence à en connaître un petit rayon sur le piment. Et bah, c'est une plante fabuleuse, le piment, parce que bah, déjà, des variétés, il y en a vraiment plein et c'est évolutif, quoi. Tous les ans, il y a des nouvelles hybridations. Et du coup, on s'amuse, on fait des échanges de piments, puis on partage plein de recettes parce que ce qui est intéressant avec le piment, c'est que bah, ça se marie avec tout. Moi, je suis un épicurien de base, j'aime bien manger et tu peux mélanger du piment avec n'importe quoi. Si t'aimes bien le piment, en fait, ça va passer avec n'importe quel aliment. Euh, ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que dans le piment, tu as une molécule qui s'appelle la capsaïcine. D'accord. Et cette molécule, elle agit bah, sur les récepteurs des mammifères. Il y a un seul mammifère sur la planète qui le piment ne lui fait rien, mais tous les autres mammifères, ça leur fait quelque chose. Et on s'est rendu compte chez l'humain que ben, quand tu manges du piment, bah, ton cerveau il lâche des endorphines, de la dopamine, parce qu'il met ton corps en mode survie. Il pense que tu as été empoisonné en fait. Ok. Donc c'est super intéressant. Et ça devient addictif en fait. Euh, le fait de manger du piment, c'est addictif. Ok, donc tu es accro au piment, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais, je suis accro au piment. Ouais, la première année où j'ai lancé le groupe, j'en ai planté plein. J'avais 80 plants, une vingtaine ou une trentaine de variétés différentes. Ok. Et puis j'ai commencé à m'amuser à le transformer dans tous les sens et puis à faire des tests, à faire des sauces, à faire des poudres de piment. Aujourd'hui, j'en ai plein. Du coup, maintenant, j'en fais un peu moins parce que j'en ai plein. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai choisi vraiment les piments que j'aime bien manger, ceux qui sont pas trop forts, ceux qui sont trop forts, ceux qui passent dans les plats pour les enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment une multitude de variétés. Alors, on va parler de l'échelle de Scoville. Ouais. L'é- L'échelle de Scoville, c'est un chimiste à l'époque, Wilbur Scoville, qui s'appelait. Il a dilué du piment dans de l'eau et jusqu'à temps de plus sentir le piquant. Donc, ça reste une fourchette. Et avec ça, il a créé une échelle. Donc, tu vas avoir les premiers poivrons qui vont pas piquer. Ensuite, tu vas avoir les piments un peu plus forts qui vont commencer à piquer. Et jusqu'aux piments les plus forts du monde qu'on a réussi à créer par hybridation. Ok. Je vais essayer de partager une image. Je vais Ouais. voir si ça marche. Je suis pas super fort sur Discord. Donc là, j'ai partagé une image. Je sais pas si tu peux la voir. Alors, clique pour voir les pièges jointes. Ah oui, d'accord, t'es passé comme ça. Ok, c'est celle-là. Voilà, on peut la mettre. Je sais pas si on la voit au milieu. Ah si, on la voit, non? Attends. Ouais, si, on la voit, c'est bon. Donc ça, c'est une échelle, c'est l'échelle de Scoville, en fait, où ils répartissent les piments du moins fort au plus fort.
Et ça, on a pu le voir sur plein de vidéos YouTube, sur Hot One, où ils font des dégustations de sauces. Et, c'est intéressant comme émission. Mais la chose, moi, que j'ai retenue avec les piments, c'est qu'il faut pas jouer avec et que ça peut être dangereux. D'accord. Euh, Il y a eu des morts Ok. par arrêt cardiaque. Des gens qui. Enfin, on a vu des TikTok où t'as des gamins qui font des concours avec des piments les plus forts du monde. Et bah, tu as des accidents parce que ben, tu as des arrêts cardiaques, parce que ben, ça reste une molécule active et et que ça peut être dangereux. D'accord. Aujourd'hui, on a fait plein de tests. On peut avoir. Alors, je vais partager plein d'images de piments. Comme ça, on pourra voir un petit peu toutes les formes qu'on a. Enfin, j'ai fait un petit. Alors, Là, par exemple. essaie le partage que tu as en bas. Tu as 5 boutons normalement. Et le bouton qui est au Ouais. milieu, c'est partage ton écran. Tu peux choisir une fenêtre à partager. Essaie de faire Alors, ça, attends, voir. Vas-y. je- je vais essayer. Moi, j'ai upload vers live. Non. Peut-être. Peut-être, oui, ça doit être ça, peut-être bien, ouais. Ah, C'est un c'est ce écran que je avec une fais. flèche dedans. Ouais, mais quand je mets. Ah, alors attends. Il propose Ok. la fenêtre à sélectionner, je pense. J'en profite. Il y a quelques questions dans le live. Tu as des questions sur est-ce que tu fais des croisements de piments? Alors, oui, il y a 3 ans, j'ai croisé des piments. C'est bon, je pense on peut afficher ta fenêtre. Attends, je vérifie. C'est en train de s'afficher. Là, on est sur un Spanish Giant. Pas encore affiché. Toujours pas. Ça va venir, je pense. C'était un peu long tout à l'heure, mais. Ça galère un peu. Non, je crois qu'on l'aura pas. Bah écoute, envoie-les dans les. Tu l'as envoyé dans les pièces jointes, c'est ça? Tout à l'heure. Juste les passer comme ça. Ouais, alors attends, je vais quitter le stream et je vais reprendre ce que tu as poussé tout à l'heure. Hop. Ouais, ok, très bien. Ok, Alors là, elle on est. est sur un Spanish Giant. C'est un gros D'accord. poivron qui pique pas. D'accord. Pour répondre à la question, oui, j'ai croisé des piments. J'ai croisé. Alors, je vais te les passer comme ça. Donc, ça, c'est un Habanero Sun C'est lui. que Hop, j'ai ok. croisé avec un scorpion. Avec un, on n'a pas bien entendu. Avec un scorpion. D'accord, ok. Un Trinidad Scorpion. Et au final, ça m'a donné. Alors attends que je retrouve le truc. Au final, ça m'a donné ça. Là, je suis sur la 3e génération. Donc ça, d'accord. Ok. Et on peut dire que c'est stabilisé si tu isoles tes plants, on peut dire que c'est stabilisé entre, allez, on va dire 7 à 12 ans. D'accord. Ah ouais, c'est ultra long. Ouais, c'est assez long, ouais. C'est assez long. Mais aujourd'hui, j'arrive à retrouver les deux saveurs des piments. Mais c'est un croisement que j'ai fait comme ça, un petit peu à l'arrache, manuellement, en regardant un tuto sur YouTube. D'accord. Et bah, du coup, j'ai créé cette variété et je m'emploie maintenant à la faire pousser pour arriver à la stabiliser. Ok. Il y a Bon, quelques après, questions. J'ai quelques questions dans le chat. Suivant les conditions de culture de piment, le piment peut-il être plus ou moins fort? Si tu changes de chaleur et humidité, est-ce que ça change quelque chose? alors c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Non, ça va être surtout la génétique.
ça va être surtout la génétique du piment qui va faire qu'il est fort ou pas. D'accord. On s'est aperçu que le stress hydrique, ça faisait monter la capsaïcine. D'accord. On s'est aperçu que si on les faisait un peu avoir soif, ça faisait monter la capsaïcine. On s'est aperçu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un piment, ça vit en moyenne 7 ans. Si on D'accord. l'hiverne sous nos zones tempérées, on peut le garder pendant 7 ans. On, lui on lui coupe un petit peu les branches, on le garde l'hiver. Si on ne change pas le substrat, il perd en taille et il perd en puissance. D'accord, ok. Donc là, je t'envoie des photos un peu des Ouais. formes qu'on a, des tailles qu'on a. Ok. Yes. La dernière photo, c'est des Hangjiao. D'accord. En fait, c'est un programme des années, que je dise pas de bêtises, 70 ou 80, Ok. où les Chinois envoyaient des graines dans l'espace pour leur faire prendre des rayons solaires pas protégés par la couche d'ozone. D'accord. Il les faisait revenir sur Terre et ensuite il les faisait pousser. Ils se sont aperçus que ça a changé le gène de la plante et finalement on arrive à avoir des trucs de dingue. Effectivement, la forme, elle est folle. Et là, on est Incroyable. sur des piments qui font 30 centimètres, qui poussent super vite D'accord. et qui sont super bons. Ok. Alors après, sous nos zones tempérées, ça pousse super bien en pot parce que ça aime la chaleur. D'accord. J'en ai fait en pleine terre. En général, ce qu'on fait, moi je suis basé dans la Marne, tu vois, à peu près sur le niveau de Paris. Ok. On les fait partir en février-mars tout l'an. Donc moi je les fais sous quantum board, D'accord. les boards que tu m'as conseillé et Ouais. j'en suis super content. Ok. Ça marche super bien. J'ai une petite photo d'ailleurs, je crois. Enfin, j'ai une petite photo là. Ok. Ouais, Donc c'est j'ai le un même tout petit modèle que celui qui est placard. derrière, ouais. Mhm. J'ai un tout petit placard qui fait 1 mètre carré et je fais D'accord. partir un peu mes graines au mois de février. Et ils sont énormes. Ce qu'il faut savoir, c'est que un- une graine de piment, ça germe entre 25 et 28 degrés. Ok. C'est les températures adéquates pour pouvoir faire germer les piments. Et puis là, ben, là j'attendais un petit peu la mi-mai pour pouvoir les sortir en serre ou dehors, qu'il n'y ait plus de gelée, parce que c'est des plantes qui aiment vraiment pas le froid. D'accord. Mais là, vu les températures qu'ils annoncent, je pourrais dès demain aller les mettre dehors. C'est sensible aux maladies? Il y a des. Qu'est-ce qu'on risque à les mettre dehors en termes de maladies, en termes de d'envahisseurs? Et ça. Alors, quand on les sort du placard, il faut les habituer au soleil. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse côté nord pendant 1 ou 2 semaines. Ils prennent 1 heure de soleil par jour et après, ils sont à l'ombre tout. Et là, ils s'habituent aux UV. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as les UV du soleil qui vont rebondir un peu partout. Et même s'ils sont pas au soleil, ils vont quand même le prendre. D'accord. Et ensuite, après, je les mets dehors et puis je les change de pot. Taille de pot idéale entre 10 et 20 litres pour un plant de piment. J'ai déjà Alors, j'ai fait des tests. Je vais te partager une petite photo qui est Ouais. sympa. Oh la vache. Donc Ok. là on est sur une même variété, un même substrat et un même arrosage. Ok. Et planté en même temps. Ok, d'accord. Ah oui. Donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que bah, plus ils ont à manger et plus ils vont se développer. Par contre, si on zoome sur la photo à droite, celui qui est dans le plus petit pot, Ouais. on voit que les piments se maturent plus vite. D'accord. En fait, celui qui est dans le gros pot à gauche, il va mettre plus de temps à se développer, mais il va te donner une meilleure récolte. D'accord. Intéressant cette expérience-là, hein.
Bah ouais, ça a super bien marché. J'ai fait. Alors, j'ai testé aussi en pleine terre. C'était l'année dernière. J'ai testé de mettre des poivrons en pleine terre. Là, on était. Ils ont eu la tête qu'ils ont là. Ils sont mi-juillet, tu vois. Donc, je suis pas super en avance. Et j'ai récolté jusqu'en octobre. Ok. Et j'ai fait là sur les 3 rangs, il y a environ. On est sur 8 mètres de longueur. Il y a 4 rangs. J'ai fait plus de 10 kilos de poivrons. T'es un malade. J'ai vu passer le terme lactofermentation. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, parce qu'il va bientôt être 21h, Alors, ce que c'est? la lactofermentation, enfin, c'est ce qu'utilisent les humains depuis des millénaires pour garder leurs aliments. Et ils mélangent les légumes avec de la saumure. En fait, c'est de l'eau et du sel. Et comme c'est pas acide, je crois que je dis des bêtises, mais je suis pas sûr. Et en fait, ben, les bactéries qu'il y a dedans, elles vont conserver le truc et elles vont éliminer toutes les autres bactéries. Hein, comme la D'accord. choucroute. Ok. D'accord. Et tu peux garder en lactofermentation des années, quoi. Donc moi, je mets en lactofermentation des piments et ensuite j'en fais de la sauce. D'accord. Que tu conserves ensuite. Donc après, je ressors ma lactofermentation, je refais des chauffes à la casserole, je mixe. Tu peux remélanger avec d'autres légumes, d'autres fruits pour donner des goûts différents. D'accord. Tiens, je vais te partager une petite photo là. Vas-y. Ah ouais. Et puis, et puis on s'amuse. En fait, on s'amuse à se donner des recettes de sauces pimentées. Et franchement, les gars, arrêtez d'acheter des sauces au supermarché, ça coûte trop cher. Enfin, c'est tellement facile à faire. Et Faites-le puis, on a vous-même. plein de recettes sur le groupe et plein de conseils. Et aujourd'hui, moi, j'achète plus du tout de sauce pimentée, quoi. Tu fais tout toi-même, Là, quoi. on était sur une sauce avec de la pomme, des Agifantasy, donc c'est un piment, c'est un capsicum bacatum, donc c'est un piment qui a un goût d'agrumes. Ok. Je l'ai mélangé avec de la pomme et des noix torréfiées et c'était super bon, quoi. Ça a l'air sexy en petite bouteille comme ça en plus. C'est vraiment génial, quoi. Alors après, tiens, je te passe d'autres photos. Là, on est sur je sais plus ce que c'était celui-là. Donc, tu vois, la taille du verre, Ok. c'est un 55 litres, quoi. Ok. Hein, il y a toutes les formes, il y a toutes les couleurs, il y a tous les piquants, et c'est ça qui est génial, quoi. Là, on est sur la dernière photo, c'est des Ouais. Thunder Mountain Longhorn. C'est des piments qui peuvent atteindre 30-40 centimètres. Alors ceux-là, bah, en fait, tu as plein de particularités. Tu as des piments qui vont être bons à sécher, à faire de la poudre. D'accord. T'en as qui vont être bons à faire lacto-fermenter. J'en congèle également. Je les prépare, je les coupe, je les épépine et je les congèle. Et bah, toute l'année, je mange du piment, quoi. Du piment, du poivron. Et vraiment, faut vraiment arrêter d'acheter ce qui va marcher parce que ça pousse en Espagne, ça pousse les pieds dans l'eau, c'est pas bon, il n'y a pas de goût. Faites-le vous-même, c'est Ouais. vraiment plus facile, quoi. Enfin, euh, C'est pas compliqué, il y en a pour tout le monde. Et c'est ouais, pas. ouais. Voilà. Un petit peu d'espace C'est une dehors. plante c'est une plante, si tu lui donnes à manger, c'est assez facile à faire, hein. Tu Ok. lui donnes un substrat, pas un substrat bas de gamme, tu lui donnes un terreau milieu de gamme. Alors nous, on leur donne à manger. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne de l'urine. D'accord. Tu mélanges de l'urine à 10% avec de l'eau Ok. tous les 15 jours. Tu leur apportes de l'azote, ils adorent ça. D'accord. Tu peux faire des purins d'ortie, ils adorent ça. Tant que tu lui donnes à manger, la plante, elle grandit, quoi. Et une On question a juste. vu que sur des substrats bas de gamme, la plante poussait pas. Ah ouais. Vous avez vu vraiment la Ouais, différence, d'accord. ouais, ouais, ouais. Vraiment, vraiment le substrat, il joue dans le truc.
Alors, on a fait des tests, hein. J'ai un copain qui fait de l'aquaponie, qui est vraiment super calé dans l'aquaponie. Alors, petit rappel, l'aquaponie, c'est des poissons qui sont dans un bac, c'est un circuit fermé, Ouais, et l'eau des poissons passe dans des pompes. Ensuite, ça arrose un sand ponique, donc du sable. Ça fait des marais. C'est un peu comme des bacs à marée. Et ensuite, l'eau retourne aux poissons. Donc, les poissons et les plantes se complètent. ok. Et on a vu des résultats de fou. J'ai, moi, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai pas les photos là, mais il y a vraiment des résultats de fou avec l'aquaponie. Et bah, on s'est vraiment rendu compte que ben, les piments, ils aiment bien manger. Moi, j'ai vu dans des pots, à partir de la fructification, si tu mets pas d'engrais ou si tu mets pas de calcium, ta plante, elle dépérit. D'accord. Parce que au moment de la fructification, elle va vraiment pomper tous les minéraux qu'il y a dans le pot. Donc on peut rajouter, alors ceux qui arrosent à l'eau du robinet, il faut savoir que ça manque de calcium. Donc tu as des petits compléments qu'on appelle le Calmag, ça va être du Ok. calcium et du magnésium. Oh, t'en mets quelques gouttes dans l'eau du robinet. Le mieux, l'eau du robinet, c'est de la faire couler tiède et de la laisser décanter pour que le chlore il se barre. D'accord, c'est les petites bulles qui sont dans l'eau, c'est ça, hein, qui remontent au fur et à mesure. Voilà. Ouais, ok. Mais l'eau du robinet, t'as pas de calcium dedans. Donc c'est bien d'en rajouter un peu. Et puis t'as des engrais qui sont très bien, des engrais à base d'algues et tout. Tu mets 3 gouttes et boum, ta plante, elle repart, quoi. Ok. Mais moi, j'ai déjà fait des années où j'utilisais pas d'engrais, juste un peu d'urine tous les 15 jours, un peu de purin d'ortie, et ça marchait super bien, quoi. J'ai eu des résultats de fou. Ok. Très bien. Il y a une petite question sur est-ce qu'avec du compost, ça le ferait? Est-ce que toi, tu cultives avec du compost et est-ce que c'est conseillé? Alors, je fais du compost, j'en utilise, j'utilise aussi de la crotte de poule depuis que j'ai un poulailler, D'accord. et j'utilise du fumier de cheval aussi. Ouais. Alors, tu as une légende urbaine qui dit que le fumier de cheval frais, ça fait cramer les plantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ils enfouissaient le fumier de cheval frais et qui continuait à fermenter. Du coup, ça chauffait et ça D'accord. faisait cramer les racines. Ok. Mais si tu le mets en surface, aucun problème. Tu peux utiliser du fumier de cheval frais. D'accord. Le, Ok, compris. le guano de poule, c'est pareil. Faut pas en mettre trop parce que c'est fort aussi le guano de poule. Mais tous les guanos, ils marchent bien, hein, que ce soit mouton. Le mieux, c'est la bouse de vache. Ok. Pourquoi? Parce que la bouse de vache, en fait, les vaches, elles ont 2 estomacs et elles vont macérer le truc et du coup, toutes les graines d'adventice qu'elles mangent, elles vont les digérer. Et du coup, ben, dans ton pot, tu n'auras pas des plantes qui vont pousser des adventices et tout ça. Ah oui, d'accord. Alors que, alors que les chevaux, ils vont pas digérer toutes les graines. Donc, bah, c'est comme ça que tu te retrouves avec des orties dans ton potager, tu vois, par exemple. Mais Ah. ouais, si t'as d'autres questions, vas-y, je les prends, hein. Alors, on va s'arrêter là, il est déjà 21 h. Je devais manger entre 20 h 30 et 21 h et c'est fini. Donc, Après, donc on va arrêter là. Je suis désolé, j'aurais aimé que ça dure encore à 2 h. Mais, non, t'inquiète, mais c'est pas possible. Vas-y. je fais juste une petite pub pour le groupe de piment sur Ouais, Facebook. on a mis les liens. T'inquiète pas, ils sont passés une ou deux fois déjà. T'as déjà des demandes Tiens, d'adhésion, hein. J'ai vu passer ça dans le chat. je te Donc repasse la petite normalement, pub. Venez tous, les gars, il y a une bonne ambiance et puis à bientôt. ça marche. Bon, Clément, merci beaucoup. Ouais, Désolé, j'aurais aimé te poser merci des questions en David. plus. Mais cette fois-ci, ça va faire trop tard. On essaiera de se faire une table ronde un de ces jours. Messieurs, merci de votre disponibilité. Et on essaye de se refaire un truc un de ces jours. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ça Salut. marche, bonne Merci soirée. beaucoup.